Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sommaire de la matinale de ce samedi 5 avril. Le président de la République présente ses condoléances suite au décès du colonel Batwaf Rabia, commandant du secteur militaire de Timimoun. Condoléances également du ministre, du délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha. Morceler la bande de Gaza et mener une autre opération d'épuration ethnique, intention clairement affichée par le premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou. La machine de guerre sioniste qui sévit toujours, au moins 86 martyrs palestiniens et sont blessés lors des dernières 24 heures. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui adopte par consensus une résolution présentée par l'Algérie sur les mines antipersonnelles. Au Sahara occidental, l'envoyé spécial des Nations Unies dans les camps de réfugiés sahraouis. Autre fait majeur de l'actualité mondiale, les taxes douanières décidées par le président américain et l'onde de choc provoquée, des bourses qui dégringolent, des pertes en milliards de dollars, chute des prix de pétrole et riposte chinoise, 34% de taxes imposées aux produits américains. En sport, football, suite de la 21e journée de Ligue 1 à l'entame hier. Très belle opération de la JS Kabylie qui est revenue avec les 3 points de la victoire de son déplacement à Khenchla. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une édition que nous entamons avec ce message de condoléances du président de la République après le décès du colonel Batwaf Rabia, commandant du secteur militaire de Timimoun. Message adressé à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'ANP. De son côté, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a aussi présenté ses condoléances à la famille de feu le colonel Batwaf Rabia. Nous vous lisions en titre morceler la bande de Gaza et mener une autre opération d'épuration ethnique, intention clairement affichée par le premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou. Dimitri Deliani, membre du mouvement révolutionnaire Fatah, il en parle à Karima Hasnaoui. Il s'agit d'accroître le contrôle militaire et fournir à l'armée d'occupation les terres nécessaires pour rester plus longtemps sur le sol dans la bande de Gaza. Aussi, il s'agit de rompre les liens et séparer le nord de la bande du sud et ainsi empêcher les résidents palestiniens qui ont été déplacés de force sous la menace des bombes de retourner chez eux, soit du sud de la bande vers le nord. De plus, cet axe facilitera le plan d'occupation qui n'aboutira pas à savoir de regrouper notre peuple vivant dans la bande dans des camps de concentration similaires à ceux des nazis, en préparation d'un nettoyage ethnique et d'expulsion des Palestiniens de la bande et de leur déplacement vers l'extérieur de la bande de Gaza. La machine de guerre sioniste qui sévit toujours, au moins 86 martyrs palestiniens et sont blessés lors des dernières 24 heures. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a dénoncé la poursuite des crimes perpétrés par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, appelant à l'arrêt des agressions et au rétablissement immédiat du cessez-le-feu et à l'accès humanitaire sans entrave. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté hier par consensus ce projet de résolution présenté par l'Algérie sur l'impact des mines antipersonnelles sur la jouissance de tous les droits de l'homme à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation au problème des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines. Cette adoption marque une avancée significative dans la reconnaissance des conséquences humanitaires, sociales et économiques des mines antipersonnelles et souligne l'engagement renouvelé de la communauté internationale en faveur des victimes de ces pays affectés. Cette résolution initiée par l'Algérie dans le cadre de son mandat au sein du Conseil jusqu'à 2025 a été présentée dans le cadre d'un groupe transrégional composé de l'Afrique du Sud, notamment de la Croatie, du Mozambique, du Pérou, du Royaume-Uni. Dans son intervention, le représentant permanent de l'Algérie, l'ambassadeur Rachid Beledhan, est revenu sur les conséquences dévastatrices des mines antipersonnelles. L'Algérie, avec le soutien de son groupe, a œuvré pour rassembler le Conseil autour de cette question cruciale dans un esprit de coopération et de responsabilité partagée. Rachid Beledhan. Monsieur le Président, dans l'élaboration de ce projet de résolution, le Core Group peut fièrement prétendre avoir adopté une approche constructive, inclusive et transparente. Nous avons mené des consultations ouvertes et engageantes avec toutes les délégations afin de garantir que cette initiative bénéficie d'un large soutien.
Notre volonté est de rassembler le Conseil autour de cette question cruciale qui transcende les considérations politiques et appelle une mobilisation collective et solidaire. Le combat contre les mines antipersonnelles est un combat pour les droits de l'homme. Il ne peut être mené efficacement que dans le cadre d'une coopération internationale avec un engagement politique fort et des actions concrètes. En ce 4 avril, journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines, nous exprimons nos remerciements à tous les coparrains sur ce projet de résolution que nous voulons un vif hommage aux victimes et survivants des mines antipersonnelles. Ne les oublions pas. Et parmi les régions les plus impactées justement par les mines antipersonnelles, le Sahara occidental, où pas moins de 10 millions de mines antipersonnelles sont posées sur son sol. C'est la 3e continent au monde après le Laos et l'Afghanistan, Smaïl Mimouni. Plus de 10 millions de mines antipersonnelles sont dissimulées dans le sable du désert sahraoui tout le long du mur des sables construit par le Makhzen pour diviser le peuple sahraoui et empêcher son retour sur sa terre, le Sahara occidental. Abdeslam Omar Lahsen, président de l'association des familles des prisonniers et disparus sahraouis. Les Nations Unies estiment qu'il y a eu plus de 2600 victimes. Ces engins de la mort continuent de mutiler, de tuer des civils innocents, notamment les enfants et les nomades, tout en entravant le retour des réfugiés, la libre circulation des populations. Le mur de sable long de 2700 km et entouré de champs de mines symbolise une menace constante pour la vie. Depuis 1973, date du début de la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance, le Sahara occidental est sévèrement contaminé par les mines antipersonnelles, une zone de danger permanent pour des centaines de milliers de civils sahraouis. En cette journée, nous exhortons la communauté internationale à intégrer dans le processus de paix le nettoyage du territoire des mines antipersonnelles conformément aux normes internationales telles que celles du traité d'Ottawa et que la communauté internationale sous l'égide des Nations Unies doit mettre fin à l'utilisation de ces mines antipersonnelles. Il est impératif que les efforts diplomatiques, les solutions politiques sont actuellement en cours avec la tournée actuelle de M. de Mistura afin de garantir un avenir sûr pour le peuple sahraoui. Le Sahara occidental est considéré comme l'un des territoires les plus minés du monde. Une autre violation flagrante des droits de l'homme commise par l'occupant marocain. Et rappelons que Stéphane de Mistura est en visite dans les camps de réfugiés sahraouis où il devra rencontrer les autorités sahraouies dans une tentative visant à relancer le processus de règlement politique de la question du Sahara occidental. La visite de l'envoyé personnel onusien pour le Sahara occidental intervient avant la séance du briefing à huis clos qu'il aura présenté devant le Conseil de sécurité internationale à la mi-avril sur les derniers développements enregistrés dans ce territoire occupé. L'actualité mondiale qui reste marquée par les taxes douanières imposées par le président américain et l'onde de choc provoquée de par le monde des bourses européennes qui dégringolent, un vent de panique sur le marché après notamment la réponse ferme de Pékin aux nouvelles taxes américaines, une riposte de 34% de taux justement de taxes douanières imposées à tous les produits importés des États-Unis, chute également des prix du pétrole. Les analystes craignent la récession mondiale annoncée et s'interrogent sur le devenir des économies. Hakima Kamal. La menace d'une récession. Unanime, les spécialistes considèrent que les taxes douanières massives affichées le 2 avril par le président américain Trump sont à l'origine de la baisse des prix du pétrole. Abdelmajid Hattar, expert en hydrocarbures. Il faut prendre en considération que tous les signaux du côté des grandes compagnies pétrolières indiquent que les excédents en matière d'offres sur le marché vont atteindre au moins 3 millions de barils supplémentaires entre 2025 et 2026. Alors que l'OPEP elle-même, elle ne prévoit qu'une augmentation de 1,4 million de barils par jour en 2025. Il y a un déséquilibre qui est là, une offre supérieure à la demande, une demande qui est hésitante à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Les taxes douanières ont des incidences sur la croissance globale. Elles sont à l'origine de la chute des prix du pétrole pour un temps indéterminé, selon Mahfoud Kaoubi, économiste.
la croissance risquerait de ralentir de 1 point, de 1%, et le commerce international risquerait de rétrécir en volume de plus de 0,8%. Ceci impactera nécessairement la demande pour les hydrocarbures, pétrole et gaz, ce qui entraînera une baisse sensible des prix des hydrocarbures. Pour l'heure, de nombreuses zones d'ombre et des interrogations persistent sur le devenir de l'économie mondiale telle que pensée et dessinée par l'administration américaine. Troisième sommet mondial sur le handicap qui se tient à Berlin en Allemagne. Le ministre de la Santé Abdelhak Seihi a mis en avant l'engagement de l'État algérien à répondre aux exigences imposées par l'évolution constante dans le secteur de la santé ainsi qu'aux besoins nécessaires de toutes les franges de la société sans exclusive. Lors d'un atelier dédié au système de santé à leur développement, Abdelhak Seihi a présenté un exposé dans lequel il a abordé les fondements sur lesquels repose le système de santé algérien et sa capacité à se développer, à s'adapter aux nouveautés. Retour chez nous, direction l'université 3 Salah Boubnider de Constantine, théâtre d'une grande compétition centrée sur l'innovation en matière d'intelligence artificielle et de robotique, un tournoi national prometteur qui sélectionnera d'ailleurs les meilleurs qui iront à la compétition internationale prévue au Qatar, nous dit notre correspondante permanente sur place, Hayat Karboua. C'est une grande compétition dédiée aux enfants et aux jeunes dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la robotique, un événement organisé par la Technopole de l'Université 3, un des plus grands campus d'Afrique, un lieu propice à l'innovation. Écoutons Bouba Boucher, vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération et des échanges à l'Université Salah Boubnider. Ce tournoi national est le fruit des efforts inouïs fournis par des jeunes ambitieux durant plusieurs mois d'entraînement par des coachs spécialistes pour mettre à l'épreuve 445 candidats venant de 15 wilayas regroupés en 166 équipes distribuées selon plusieurs trajectoires et également l'âge pour développer sciemment les compétences des jeunes dans le domaine de l'intelligence artificielle et la robotique. Les candidats exposeront leurs projets de robots conçus par leurs soins et des programmes intelligents variés dans le cadre de l'action entrepreneuriale. À la fin de cette compétition, 24 équipes composées de 72 lauréats auront l'opportunité de participer aux qualifications internationales qui auront lieu le 16 et 17 mai au Qatar. Et nous espérons les voir à la finale pour honorer notre pays. Encourager l'esprit d'invention et de création est une des conditions pour préparer l'avenir du pays dont les jeunes sont la substance et le moteur. Constantine Hayat Karboua, Algéchin 3. Retour également dans cette édition sur le bijou traditionnel algérien kabyle, un bijou ancestral qui raconte une histoire transmise de génération à génération dans un contexte bien entendu de ce dossier pour sa préservation et son inscription au patrimoine mondial. Une initiative et un dossier présenté par le ministère de la Culture au niveau de l'UNESCO, Sidali Fares. Le bijou kabyle traditionnel est fait à la main, fabriqué avec soin à partir de matériaux de haute qualité. Un accessoire qui vient agrémenter une tenue. Djamel Ogal, artisan bijoutier. Ce métier de bijoutier qui s'est transmis de père en fils. Vous tenez des deux côtés, côté maternel, côté paternel. Comment vous réalisez vos bijoux? On fait le façonnage. On découpe les fils suivant les modèles, la plaque aussi. On fait le lavage, on fait le némaillage. La dernière étape, c'est on fait le corail et puis la finition. Présentez-nous les pièces importantes du bijou kabyle. Saf, c'est le diadème, c'est l'ornement de la tête, amchbouh, la ziba, ici se porte au cou. Et puis il y a la broche fibule, il y a un vzim d'oro qui se porte sur la tête, et il y a un vzim, c'est-à-dire la fibule qui se porte avec un collier en bois, un collier bois, c'est-à-dire un amulette qui a la robe kabyle de deux côtés. Et il y a la broche ronde, c'est vzim. Il y a aussi des bracelets, un msiès, et il y a aussi le khalkhal. Ça fait quoi que le bijou kabyle va être inscrit dans le patrimoine mondial de l'humanité? C'est une reconnaissance premièrement du bijou kabyle et de notre patrimoine et de notre richesse identitaire. Ça préserve notre culture et ça nous aide à perpétuer notre métier ancestral et à le faire connaître. Un métier transmis de génération en génération et officiellement soumis à l'UNESCO pour l'inscrire sur le patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Et du sport pour terminer avec la suite de la 21e journée de Ligue 1 entamée hier. Match à 11 jeux aujourd'hui. Mouloudia, Dalbeya, JS Saoura, c'est le derby du sud-ouest algérien. Nous reviendrons également sur la journée d'hier et notamment cette très belle opération réalisée par la JS Kabylie qui est revenue avec les 3 points de la victoire de son déplacement à Khenchela. Tous les détails dans quelques instants dans Matin Sport, animé et présenté par Ali Hamouche. Tout de suite, les couleurs du ciel. Fatima Sharif, très bonne écoute.